que fait-on avec cette grande nouvelle région, avec la langue occitane et la langue catalane, avec la culture occitane, la culture catalane, et surtout avec les valeurs que portent ces deux langues, ces cultures, c'est-à-dire paradis convivencia, ce vivre ensemble dont on a largement parlé ce matin, ce vivre ensemble qui fait que chez nous, eh bien, on sait accueillir l'autre, on sait converser avec l'autre, et même on prend plaisir à voir quelqu'un de différent de nous et à partager avec lui. Ça, c'est quelque chose que nous avons dans notre ADN. Alors, est-ce que la nouvelle région va s'emparer de la compétence linguistique? Parce que vous savez que la nouvelle région n'aura plus de compétences générales, d'après la loi. Enfin, la loi n'est pas définitive, mais il n'y aurait plus de compétences générales, mais il y aurait une compétence en matière culturelle. Dans cette compétence culturelle, on peut très bien décider que la nouvelle région va avoir une politique linguistique. Aujourd'hui, vous avez des grandes régions du monde, comme la Catalogne, par exemple, qui ont une politique linguistique avec un service quasiment d'État qui développe la langue et la culture catalane à Barcelone. Pourquoi nous n'aurions pas, nous, dans la nouvelle région, un véritable service avec une politique linguistique pour sortir du clientélisme actuel, pour sortir du saupoudrage associatif qui nous fait vivre néanmoins, mais qui n'est plus suffisant aujourd'hui? N'y a-t-il pas possibilité pour une véritable politique? Peut-on s'emparer de cette demande du peuple, de la citoyenneté de la nouvelle région pour avoir une vraie politique linguistique? Et avec ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Ce sera le thème de la dernière question. Est-ce qu'on va s'en servir pour une meilleure cohésion territoriale? Donc dans ces compétences, il y a les compétences linguistiques, il y a aussi les compétences générales de la région dont on pourra parler. Les compétences, bien sûr, on les connaît, les grandes compétences, les lycées, il va y avoir les routes, la formation professionnelle, etc. J'aimerais aussi que soient abordées d'autres compétences qui, aujourd'hui, nous font défaut ou qui se sont enfuies il y a quelque temps. Je salue la présence dans l'Assemblée de Mme la Botenière des avocats, Mme Anne Forêt, qui est accompagnée d'un certain nombre de mes confrères, parce que nous sommes aussi avocats par moment. Et vous savez, par exemple, qu'un certain nombre de compétences ont quitté Toulouse au gré de la Garonne pour se trouver placées à Bordeaux, et que chaque fois qu'il y a une compétition avec Bordeaux, Toulouse a perdu. Et qu'aujourd'hui, en matière juridictionnelle, c'est Bordeaux qui est en tête. En matière de sièges sociaux des banques, c'est à Bordeaux que ça se passe. Qu'en matière militaire, c'est à Bordeaux que l'on décide. Et aujourd'hui, quand on refait une grande région et qu'on n'est plus avec Bordeaux, eh bien, enfin, on va garder de bonnes relations avec Bordeaux. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, avec notre problème, nos compétences? Là, on en parlera, je pense. Il faudra que la question soit posée. Donc, j'ouvre le débat sur les compétences en général, sur la compétence culturelle en particulier, et plus particulièrement sur la compétence en matière linguistique occitane et catalane, et qui est la personne qui veut commencer à s'exprimer sur ce point. Mireille Canals, donc, qui est secrétaire générale de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Merci. Bon, je me lève parce que j'ai ma documentation écrite. Excusez-moi, mon français, c'est... bon, normalement, c'est normal, mais... Mais je suis un peu nerveuse, ce n'est pas les Catalans, comme vous comprenez. Puis alors, je vais vous donner quelques détails spécifiques de leur région pour voir les compétences qu'on travaille ensemble entre la Catalogne, Midi-Pyrénées, les Languedoc-Roussillon et les îles Baléares. Leur région, qui a été créée le 29 octobre 2004, est un projet de coopération politique entre la Catalogne, les îles Baléares, le Midi et les Languedoc, mais aussi l'Aragon au tout début, mais qui actuellement ne fait pas partie de leur région. Notre objectif, c'était et est encore de créer au nord-ouest de la Méditerranée un pôle de développement durable basé sur l'innovation et l'intégration sociale et économique des territoires et contribuer à la construction d'une Europe unie, solidaire et proche aux citoyens. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler sur notre ambition principale qui est de nous affirmer comme un territoire de projet à l'échelle européenne, d'améliorer notre visibilité tout en plaçant les personnes au cœur de l'action que l'on décide d'effectuer et puis de devenir un pôle d'innovation, croissance grâce aux liens tissés entre nos centres technologiques, scientifiques et culturels. L'Eurorégion existe parce que un jour, les politiciens ont décidé d'unir efforts et devenir une grande région forte en Europe. Ça s'est traduit par un des territoires plus peuplés d'Europe, avec plus de 15 millions d'habitants. Et il s'agit de l'une des eurorégions les plus attendues en Europe. Et cela nous donne encore plus de responsabilités en ce qui concerne les projets. Et comme l'Union européenne, c'est toujours un projet en construction.
Je veux revenir un moment sur cette idée de coopération politique. La coopération politique doit se baser sur la confiance entre les membres d'un projet. Elle doit être transparente et avec le même pouvoir de la part des territoires membres pour avoir les mêmes opportunités d'y participer activement. Les politiciens qui ont vu cette grande, extraordinaire opportunité exemplaire, ça, c'est Jordi Pujol, Marc Sensi pour les Midi-Pyrénées et Jacques Blanc pour les Languedoc-Roussillon, ont signé une charte de leur région, une charte très sincère à l'échelle de cette vision. La charte de leur région, qui date de 1991, explique cette volonté. Signée à Perpignan le 19 octobre 1991, cette charte était la formalisation des relations établies entre les trois régions dans les années 80 et elle avait deux objectifs essentiels. D'une part, faciliter les échanges entre les acteurs économiques, sociaux et culturels des trois régions et de l'autre, renforcer les rôles de moteur de ces régions dans le cadre du marché unique européen en favorisant l'intégration européenne et le rééquilibre de l'Europe pour avantager les régions du Sud. Et on a souvent oublié ces premiers chapitres de l'histoire de leur région. Et en fait, le moment plus important est celui qui a tracé le chemin et la volonté, la vision pour voir qu'on devait s'unir pour être plus fort. Cette volonté politique nous ramène aujourd'hui ici, à un moment de réorganisation territoriale à Midi et Languedoc, de réflexion en Catalogne et de lutte aux îles Baléares. La littérature scientifique, je veux dire les articles de recherche, nous indique que ce qui peut influencer les résultats économiques des régions n'est pas seulement la réponse à où est-ce que je suis situé au sein de l'Europe, mais aussi à côté de qui je suis situé. L'idée que je veux exprimer sur ce que je viens d'exposer est que l'interaction économique entre les régions a des effets positifs sur la demande du marché. Par exemple, le fait de partager des facteurs productifs tels que la diversité et la complémentarité, mais aussi des facteurs initialement non commerciaux, mais tellement créatifs. Je parle de la recherche et l'innovation, qui peuvent devenir rentables pour les implanter dans les marchés européens. D'autre part, leur région sert à se faire entendre au sein de la Commission européenne. Un groupement européen, le GECT, est créé par la DG Région, nous montre l'importance de cet outil par la part de l'Union européenne. Rapprocher les citoyens avec les institutions et faire connaître leurs problèmes, inquiétudes et les atouts positifs de nos territoires. L'année 2007, le Parlement européen, sur une proposition de la Commission européenne, a voté une loi qui permet de créer un instrument légal et unique qui sert pour articuler la coopération transfrontalière et donne des solutions aux problèmes des différents législatifs et des praxis nationales. Cet instrument qui s'appelle GECT permet de créer des groupements de coopération transfrontalière avec personnalité légale et peut avoir l'option de postuler pour des programmes européens. Mais quels sont les défis du futur pour notre région? Être reconnu comme une plateforme d'intervention par les politiques de coopération territoriale de cohésion de l'Union européenne, ça veut dire la création juridique versus la création d'espaces en croissance, de permettre que le principe de subsidiarité de l'Union européenne soit effectif à travers de notre structure. Ça veut dire la volonté d'établir des liens avec les municipalités. Et nous sommes en train d'étudier une convention avec des réseaux de municipalités de les 4 régions, ou les 3 au futur, et prenant en compte le fait que leur région deviendra un peu un territoire avec 2 grandes régions et une 3e région spéciale, je précise spéciale dans le sens d'insularité, 4 îles habitées à la Méditerranée qui fait de la région une exceptionnalité. Nous pensons que cette nouvelle étape sera bien plus européenne que la première, mais à la fois plus proche des citoyens. Notre volonté est de continuer à lancer nos propres appels à projets financés avec les cotisations annuelles de nos régions membres, mais nous souhaitons à la fois être une plateforme, un tremplin vers les institutions de l'Union européenne. Tout cela grâce au programme européen, un projet européen l'an dernier, et depuis l'Eurorégion, ce sont ces projets cette année auxquels nous nous sommes présentés. Notre volonté est donc que le propre appel à projet soit rattaché au projet européen que nous présentons et que nous ayons l'habilité et la perspective suffisante pour garder les pieds ancrés au sol.
qu'est-ce que je veux dire avec ceci? Justement, ce qui a été abordé et approuvé à la dernière Assemblée générale de l'Eurorégion à Bruxelles, que les développements locaux soient la base de notre action, au moyen de la connaissance directe avec les agents du territoire et que nous puissions détecter les nécessités, mais également les points forts afin de pouvoir les traduire en projet européen qui revienne à nos 15 millions de citoyens eurorégionaux. En conclusion, si tout va bien, d'ici à peu, nous serons une plateforme régionale pour 3 régions, 2 grandes régions et une région en Méditerranée, au sein de la Méditerranée, et un domaine européen rattaché au monde local. Et si vous êtes d'accord, bon, je termine ici. Merci beaucoup. Bon, la Catalogne Nord devrait bénéficier ou aurait dû bénéficier des apports de Neurodistrict de l'espace catalan transfrontalier et de l'Eurorégion, mais force est de constater qu'ils sont en panne et qu'ils n'ont pas fait suffisamment de choses. On peut invoquer la crise économique, les restrictions budgétaires, les turbulences liées à un processus en Catalogne dont personne ne connaît l'issue. Bon, le fait est que notre territoire est en état de paupérisation endémique et nous attendons beaucoup de la région. Alors en termes de compétences, il est évident que toutes les attentions, compétences et programmes de la collectivité régionale vont s'appliquer en Catalogne Nord, comme dans le Lauragais, le Commingeois ou sur d'autres territoires et départements. Mais pas seulement. Mais pas seulement, parce que la Catalogne Nord est le seul territoire à disposer, avec la langue et la culture française, d'une autre langue et d'une autre culture qui n'est pas l'occitan, hormis le canton occitan du Fenouillède. La Catalogne Nord est accolée à la Catalogne, avec qui elle partage une langue, une culture, une histoire. Et à ce titre, nous revendiquons un traitement spécifique pour une politique cohérente de développement de notre territoire qui ne soit pas un repliement et un renoncement à la région, mais qui soit profitable aux uns et aux autres. Alors comment cela pourrait se traduire? On pourrait envisager, on pourrait souhaiter de manière idyllique un statut particulier pour la Catalogne Nord, tel que le défend Brice Lafontaine et comme l'a évoqué Gérard Onesta. Si tel n'est pas le cas, et je crains que tel ne soit pas le cas, nous avançons comme proposition qu'il y ait une délégation de compétences d'élus catalans à la région pour gérer et orienter au plus près du territoire ces spécificités nord-catalanes. Évidemment, la langue et la culture catalane, leur développement, mais également les relations transfrontalières, la gestion de fonds européens dédiés à des programmes transfrontaliers, et tout cela pour qu'il y ait une cohérence et un schéma de développement harmonieux en Catalogne Nord qui soit aussi profitable pour le reste de la région. Parce que nous osons avancer le concept que la Catalogne Nord peut être une tête de pont, une ouverture entre l'Occitanie et la Catalogne. Si on fait l'impasse de cette attention particulière aux spécificités nord-catalanes, je pense que la région se privera d'un atout. Donc je le répète, ce n'est pas un privilège que nous demandons, je pense que c'est du bon sens. Plus de Catalogne Nord, c'est plus d'Occitanie. C'est une chance supplémentaire pour tout le territoire. Les compétences, la loi dite NOTRe, qui n'est pas votre loi, c'est un acronyme, un de plus, à peu près aussi sexy que SDF et PACA. Je vous admire. Vous avez voté au départemental le week-end dernier sans savoir quelles vont être les compétences des gens que vous avez élus. Eh oui, puisque les compétences des départements et donc de la région ne sont toujours pas fixées. Il n'y a que sous la Ve République qu'on est capable de vivre avec telles aberrations. Mais on sait déjà qu'il y a certaines choses qui ne vont pas dans le bon sens, Au moins un truc, c'est la perte de la clause de compétence générale. Pourquoi? On peut donner l'impression comme ça que c'est une bonne chose, ça simplifie les compétences. Si on voulait vraiment simplifier, c'était le millefeuille qui va les simplifier, pas retirer des droits aux élus. Parce que retirer aux élus le droit à l'expérimentation,
c'est un coup porté contre la démocratie. Parce que le conseil régional, là, il s'occupe pour l'instant de la formation, des trainings quotidiens et des lycées. Faire de la politique au sens noble du terme, c'est pas simplement changer les tuiles sur le toit de lycée. Il n'y a pas besoin d'élus pour ça. De bons administratifs savent le faire. La vraie politique, c'est quand on voit un besoin sur le territoire et qu'on est capable d'inventer pour changer les choses. Cette perte du droit à l'expérimentation est un recul historique de nos collectivités territoriales. J'espère que la loi n'ira pas jusqu'au bout, que dans un sursaut, le législateur sera capable de remettre ça sur les rails. C'est le premier point. Deuxième point, dans la loi des compétences, le problème, c'est qu'il n'y a pas le fric. Il n'y a pas le fric. Monsieur le Premier ministre est venu ici, dans notre bonne ville de Toulouse, à l'automne dernier, devant l'ensemble de l'Association des régions de France, nous dire « J'ai une bonne nouvelle, vous allez retrouver des parts d'autonomie fiscale. » Car vous le savez peut-être, les régions françaises n'ont pas le droit de lever d'impôts. Les élus régionaux sont totalement immatures. Ils ont le droit de voter les dépenses, mais surtout pas les recettes, ce qui ne se voit pas. En principe, depuis 1789, on est en démocratie quand le représentant du peuple est capable de fixer l'assiette de l'impôt, etc. Donc, à cette aune-là, nos régions ne passaient pas la barre de 1789. On n'est qu'en 2015. Donc, nous ne levons pas l'impôt. Nous attendons la béquée gouvernementale. On nous l'annonce ici à Toulouse lors du congrès de l'ARF. On voit passer la loi, rien dedans. On voit passer le collectif budgétaire, rien dedans. Je m'inquiète un petit peu auprès de Matignon. On me répond, oui, monsieur le Premier ministre a dit qu'il allait le faire. Il n'a pas dit quand. Donc voilà, il ne reste plus qu'à attendre. Mais sans argent, comment voulez-vous, et là je parle à nos amis catalans, comment voulez-vous que la région Midi-Pyrénées, du haut de son 1,2 milliard d'euros de budget, c'est-à-dire moins que la ville de Toulouse, moins que le seul département de Haute-Garonne, puisse, sans faire ricaner à l'autre bout de la table, aller manger à Barcelone, où il y a un budget de 33 milliards en face. Cherchez le nain. Le nain, dans ces cas-là, c'est moi, quand je suis autour de la table. Donc on voit bien qu'on a des marges de progression énormes. Et sans le budget, eh bien, les politiques sont faibles derrière. Parlons de la politique linguistique, puisque c'est notamment sur ce sujet qu'on nous invite à nous exprimer. Lors de la dernière campagne régionale, un certain Martin Malvy, avec qui j'avais fait jonction au second tour, s'était engagé publiquement à ce que le budget pour la langue occitane, parce que nous n'avions que l'occitan à ce moment-là, mais bientôt le catalan en prime, soit porté à 1 euro par an et par habitant. 1 euro par an et par habitant. Moi, j'avais fait campagne pour 3. Pourquoi 3? Parce que c'est ce qu'avaient les Bretons ou les Basques. Je me suis dit, je m'alignais sur ce qu'ils faisaient de mieux. Bon, on m'a dit 1 euro. Résultat des courses, nous sommes à 9 mois de l'échéance. Nous sommes aujourd'hui à 58 centimes. Je ne doute pas un seul instant que dans les 9 mois qui viennent, nous allons mettre les bouchées doubles pour arriver à 1 euro. Puisque c'est un engagement, il sera forcément tenu. C'est vrai qu'on a augmenté de 20%. Pendant ce temps, le Languedoc a baissé, lui, de 18%. Mais il a baissé, mais il est encore bien au-devant de nous. Bien au-devant de nous. Donc on voit bien que s'il n'y a pas ces moyens-là, tout le reste, c'est du verbiage. Mais, ce que fera la région ne suffira pas. Il faudra que l'État s'y mette aussi. Parce que tout le monde sait, pour qui s'intéresse à la lingua nostra, c'est que ce qui manque, ce n'est pas les gamins qui ont envie dans les calandrettes. Ce qui manque, c'est les profs. Tant qu'on n'a toujours que 2 capétiens par an, si on n'amorce pas cette pompe-là, la langue, elle est morte. Et la langue, pour la faire vivre, il faudra les médias qui vont avec. Et moi, je plaide pour qu'on reconstitue vraiment un France 3 Sud sur la base des nouvelles régions. Et que ce ne soit pas 57 minutes par jour de programme, mais une télévision de plein exercice, ou au moins en corrélation avec les télévisions locales et mourantes, comme TLT ici, pour que l'on puisse avoir un maillage digne de ce nom. Et dans ce cadre-là, oui, il y aura une expression, il y aura ce qu'il faut pour les langues. Et la langue, du coup, on la parlera assez naturellement. Et moi, je rêve un jour d'ouvrir une séance de je ne sais quelle assemblée en disant la Sicilie est d'Uberto, c'est-à-dire la séance est ouverte. Il faut qu'on prenne l'habitude de ne plus avoir la vergogne. Dernier élément, en ce sens-là, les Catalans peuvent nous aider. Pas simplement parce qu'ils ont donné un statut de co-officialité à l'Occitan à travers le Val d'Aran, on les remerciera jamais assez. Mais également parce que dans le cadre de l'Euro-région, dont Mireia nous a expliqué tout l'intérêt, l'occitan, je vous l'apprends peut-être, est devenu, il y a quelques mois, la 4e langue officielle de l'Euro-région. Il y a enfin un territoire euro-régional, et pour qui connaît le fonctionnement de la pensée profonde occitane, parler
en termes d'Europe, c'est bien montré qu'on n'est pas coincé avec le regard dans le rétroviseur, mais qu'on se projette vers l'avenir. Eh bien, d'un territoire euro-régional, l'Occitan a déjà un statut de co-officialité. Pourquoi on ne peut pas envisager dans notre future grande région que cette co-officialité soit élargie? Après tout, il y a un outil pour ça. Ça s'appelle la charte des langues régionales en Europe. La France a souvent promis à travers ses différents candidats à la présidentielle, quelle que soit leur couleur politique, de la signer. C'est toujours pas fait. Donc, pour résumer, avec des compétences un peu moins désastreuses pour permettre aux élus de continuer à faire leur travail, avec un budget un petit peu plus allant, d'autres régions françaises nous ont montré le chemin à suivre, avec une éducation nationale qui comprend que pour répondre aux parents et aux gamins qui veulent parler la lingua nostra, il faut également des professeurs pour cela. Et si cette langue est enfin utilisée tous les jours, notamment parce qu'on l'entend dans les médias, qui serait autre chose que les télévisions croupions qui osent s'appeler régionales, que nous avons encore. J'ai beaucoup de respect pour les gens de France 3 qui sont là, ils le savent très bien. C'est pas eux le problème, c'est la tutelle qui est au-dessus et elle n'est pas ici, elle est à Paris. Si on met ça en route, chers amis, ça nous change la région, ça nous change le regard sur nous-mêmes, ça nous change le regard sur le monde. Je crois qu'il faudrait s'arrêter de penser que la culture coûte et ne rapporte pas. On a toujours tendance d'ailleurs à mesurer les politiques culturelles à l'aune des budgets qui sont consentis à celles-ci. Et une grande politique culturelle serait une politique qui coûterait cher. Et les petites politiques culturelles seraient celles qui n'attireraient que les moyens financiers les plus limités. On ne peut pas raisonner uniquement en termes d'argent. Et ce n'est pas d'ailleurs dans notre mentalité que de tout adosser à des approches monétaires, financières, quantitatives. Et en plus, la culture rapporte. Parce que la culture, elle solidifie les liens, elle porte des espérances, elle entraîne, elle mobilise. Et naturellement, conduit les populations concernées à être, comment dire, plus productives, même si le mot est vilain, mais à être plus efficaces, parce qu'elles travaillent mieux ensemble. Tout à l'heure, Gérard Onesta évoquait la question d'un vrai programme de langue occitane et catalane dans la télévision publique. On peut avoir une télévision sur Internet qui marche bien. Il y a des grands clubs sportifs comme le PSG, qui n'est pas dans mon cœur, mais oui, qui ont des télévisions qui sont suivies par des dizaines et des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes. Télévision sur Internet, ça ne coûte rien. Et c'est extrêmement efficace si on fonctionne en réseau. Quand on n'a pas d'argent ou quand on en a peu, il faut fonctionner en réseau. Il faut mutualiser des expertises publiques et privées. On ne peut pas vivre toujours de manière cloisonnée. On ne peut pas attendre sans arrêt que l'argent vous tombe dessus. Mais en même temps, il faut que l'ensemble des élus, quelle que soit leur sensibilité, comprennent bien que les politiques culturelles ne coûtent pas. Elles rapportent, encore une fois. Je suis même convaincu d'une chose. C'est qu'il y a des dépenses qui rapportent et des économies qui coûtent cher. Et quant aux langues régionales, qui sont en quelque sorte les cathédrales de la pensée française, ce sont les cathédrales qui doivent être modernes et donc s'adosser aux moyens modernes de communication. Encore une fois, pas besoin d'argent pour ça, du réseau, de l'enthousiasme, et ça ne coûte rien. Je souscris à ce qu'a dit Onesta, complètement. Parce que si on enlève les compétences générales, c'est vrai qu'on éloigne les décisions du plus près de la réalité des choses. Il faut pouvoir intervenir dans tous les domaines. Et ce sont les élus de proximité qui savent ce que l'on doit faire et ce que l'on peut faire. Ce n'est pas ailleurs qu'on va décider ce que l'on doit faire. Et je crois que pour notre grande région, eh bien, il faudra se battre pour essayer de garder ce pouvoir, je dirais, au sens noble du terme, ici, sur place, pour décider ce que l'on veut faire ensemble et comment on veut le faire. Je voudrais également intervenir sur le fait que l'argent est nécessaire pour pouvoir avancer. Quoi qu'on dise, l'argent est nécessaire. Et lorsqu'on nous a, au niveau des régions, bloqués pour ne plus pouvoir prélever l'impôt, vous me direz, l'impôt, parfois, il faut savoir le doser, c'est vrai. Mais sans impôt, on n'a pas de politique dynamique. On ne peut pas enclencher des choses. On nous a imposé d'avoir eh bien, une dotation d'État qui nous bloque. Et à partir de là, des compétences nouvelles qui sont données,
et qui ne nous permettent pas de pouvoir gérer ou de pouvoir faire autre chose. Donc à un moment donné, il va falloir également se battre pour que cette dynamique financière, à travers l'impôt, eh bien, elle puisse revenir. Et cet impôt, l'utiliser à bon escient. Je dois dire qu'au niveau de notre région Languedoc-Roussillon, c'est vrai qu'on est légèrement au-dessus. On est au-dessus quand même des dotations pour les langues régionales. On peut toujours mieux faire et on peut faire encore plus. C'est vrai. Il va falloir faire encore plus. Mais il va falloir que, entre les deux régions, eh bien, on voit ce que les uns et les autres ont fait, ce que l'on a apporté, ce que l'on a mis en avant et comment on peut se projeter. Je crois qu'il nous reste quelques mois pour travailler et on travaille là-dessus. Moi, je vais prendre 2 ou 3 exemples. Le CIRDOC, qui est la grande médiathèque occitane, qui est reconnue dans toute l'Occitanie, également dans le Val d'Aran, en Italie également. Donc on travaille ensemble depuis longtemps, on sait comment on fonctionne. C'est vrai que c'est la région Languedoc-Roussillon qui met les moyens les plus importants, mais les autres régions participent également un peu. Je crois que tout ça, il va falloir le revoir. En contrepartie, on travaille également sur les régions. Et c'est vrai qu'il y a l'Office public de la langue occitane qui doit se mettre en place. Mais je crois que cet office public, si on le met en place, on ne peut pas faire l'impasse, ou du moins l'État ne peut pas faire l'impasse d'être présent et d'y apporter les moyens financiers nécessaires. On ne peut pas créer, c'est vrai que ça part d'une bonne volonté, je vois Guillaume qui est là-bas au bout, créons cet office public de la langue occitane, mais surtout imposons que dès sa création, l'État y soit présent et apporte les moyens financiers nécessaires pour le faire vivre. Et on a l'habitude avec toutes les régions occitanes, au-delà de notre grande région, de travailler avec la télé occitane qui est à Bordeaux. On travaille ensemble, on sait quoi faire. Mais je pense que ça a été évoqué la télé. Je crois que pour moi, le plus important, c'est que notre langue, ce n'est pas une langue ancienne qu'on revendique, c'est une langue d'aujourd'hui. Il faut qu'elle soit dans l'espace public, partout, qu'on impose le fait qu'elle soit partout, qu'on la voit, que les gens la voient, qu'on diffuse notre culture, que l'ensemble des personnes qui forment cette grande région eh bien, se l'approprient. Et c'est comme ça que l'on avancera. C'est pour ça qu'il faut se battre aussi pour que la télé, ce soit la télévision publique, qui relie et qui transmette nos cultures avec un temps nécessaire et que ce soit dans l'espace public. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir arriver au bout et gagner ce combat, parce que c'est un combat de tous les jours, croyez-le. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les Catalans ne sont pas oubliés. Quand je parle occitan, je dis catalan. Je suis catalan, je sais bien ce que cela veut dire. J'ai en charge la langue catalane depuis de nombreuses années. J'ai en charge également la langue occitane. Pour moi, c'est pareil. Ce sont 2 langues régionales, 2 langues qui font partie de notre culture, de notre identité, de notre territoire. Et il faut les mettre en avant. C'est vrai que dans le catalan, on a une spécificité. On touche la grande région qui est économiquement forte. Appuyons-nous dessus, servons-nous-en, donnons les moyens aux Catalans et aux Occitans d'aller de l'avant. Mais surtout, soyons visibles. Ne replions pas sur nous-mêmes, soyons visibles partout, dans le monde économique, dans les médias, dans l'espace public, soyons partout, partout. C'est comme ça qu'on gagnera cette bataille. Du coup, merci, parce que j'apprends qu'on aura un institut de la langue catalane très prochainement, je suppose, monsieur le vice-président de la région Languedoc-Roussillon. Moi, j'ai juste un petit souci sur la dénomination des langues. Nous avons un souci, c'est que le catalan, je suis désolé, ce n'est pas une langue régionale, c'est une langue nationale. Alors, évidemment, la dénomination langue régionale, on sait ce que c'est la dénomination française, mais elle n'a pas de fondement. Et de la même manière que Midi-Pyrénées n'avait pas de fondement, langue régionale, ça n'a pas de fondement. Dit cela, en fait, je pense que les 2 raisonnements se valent. Il faut de l'argent pour la culture, malheureusement, mais il y a aussi la culture qui ne coûte rien. Il faut revenir aux fondamentaux, comme on l'a dit au tout début. Parler catalan, ça ne coûte pas 1 euro de plus que parler français. Parler occitan, ça ne coûte pas 1 euro de plus non plus. Quand on a un enseignement, et ça malheureusement, il faut qu'on le répète, vous savez, en tant qu'élu, quand on est confronté aux inspecteurs d'académie, aux responsables associatifs, etc., tous ceux avec qui on travaille, à chaque fois qu'on dit qu'on veut faire du catalan, on nous dit « Ah oui, mais on n'a pas de budget, on ne sait pas faire, ça coûte trop cher, on n'a pas les personnes ».
Et oui, mais je suis désolé, un enseignant qui enseigne en catalan, il ne prend pas 1 euro de plus que l'enseignant qui enseigne en français. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. France 3, qui serait en catalan chez nous, en occitan chez vous, etc., ça ne coûterait pas plus cher, tout simplement parce qu'il n'y aurait pas 2 émissions en même temps. Donc chacun fait son émission dans la langue et ça coûte le même prix. À côté de ça, bien sûr qu'il faut une politique volontariste, tout simplement pour se substituer. C'est là où la clause de compétence générale peut être intéressante. Je ne me prononce pas exactement sur le fond, mais pour se substituer aux défauts des autres. Alors après, ça peut être une guéguerre politicienne, la ville, la région, etc. Mais c'est surtout un problème d'État à collectivité locale. L'État ne met pas en place les moyens nécessaires, notamment avec la Charte européenne des langues minoritaires ou régionales, pour laquelle je me suis battu déjà depuis de nombreuses années, comme beaucoup ici, et malheureusement sans succès. Les régions peuvent effectivement se substituer dans la compétence qu'on leur donne sur les lycées, mais aussi dans les autres compétences éventuellement, pour faire des cours de catalan. C'est ce qu'on fait nous à la ville de Perpignan. On paye nous-mêmes, la ville, donc les Perpignanais, payent des cours de catalan aux enfants scolarisés dans leur ville. Il y a également les temps d'activité périscolaire sur lesquels on met des activités en catalan qui, grande surprise, ne coûtent pas plus cher qu'une activité de tennis, de ping-pong, je sais pas, de théâtre. Ça ne coûte pas plus cher de faire du catalan. Donc tout ça, ce sont des politiques à la fois volontaristes d'un côté et à la fois nécessaires et donc financières de l'autre. Je ne vais pas être plus long. Je pense que les compétences, effectivement, doivent se répartir en fonction de spécificités locales et identitaires. Et ça, c'est notre fondement à tous. Nous sommes tous issus d'une nation, alors certes, sous différents aspects. La Catalogne Sud peut être bientôt un État, nous-mêmes intégrés à la France et dans différentes régions selon la période. Mais il faut en avoir conscience et je profite de ce moment pour remercier tous ces gens, vous tous qui nous faites le plaisir d'avoir cette sympathie pour la Catalogne, de ne pas nous prendre comme juste un morceau ajouté. C'est très important pour nous et nous vous sommes également reconnaissants effectivement de nous intégrer systématiquement dans votre réflexion. Merci beaucoup. Merci. Comme vous l'avez vu, tout le monde est au moins d'accord sur une chose. Pardon, Jean-Luc Rivière, conseiller régional Midi-Pyrénées. Chacun est d'accord pour que la région, soit c'est Languedoc, soit c'est Occitanie, en tout cas c'est la référence à la langue. Et donc, on va voter au mois de décembre. J'ai travaillé longtemps dans l'Est de la France, et dans l'Est de la France, on avait le droit de faire les professions de foi et les bulletins de vote en dialecte. Donc, moi je pense, et je crois que ça serait bien, qu'au mois de décembre, on puisse choisir, quitte à se l'imprimer soi-même, il n'est pas question d'avoir des dépenses faramineuses, à ce qu'un bulletin de vote puisse être imprimé en occitan et illégal à un bulletin de vote imprimé en français. Je crois que ça serait là un pas important pour que réellement nous ayons une signification forte à ce que veut dire notre Languedoc. Merci. Je crois que M. Blénet voulait prendre la parole. Une langue n'a pas d'âge. Elle a l'âge de ceux qui la parlent. Moi, j'ai une fille, la dernière, particulièrement, qui est belle comme le jour. Et bien, je peux vous dire que c'est de l'occitan qui convainc beaucoup de monde quand elle parle. Donc, nous ne sommes pas dans le passé. On n'est pas dans un truc de papette. Les langues ne meurent que si on les tue. C'est la différence des humains. Hélas, nous, personne n'aura besoin de nous aider. C'est faratu sulet. Mais per las lengues, las calescana et sen is un pays, ou cal dire, France est un pays culturicide et linguicide. Donc, premier point. Second, per las competences. C'est comme pour le dessin des régions. Nous, on nous traite comme des gens qui sont sans cerveau. Donc, la première chose, c'est qu'on dit qu'aux élus, ils n'ont pas de cerveau puisqu'ils ne sont pas sans discernement et on leur enlève la compétence générale. C'est totalement antidémocratique, super méprisant et nous nous battrons contre. Maintenant, aux élus qui sont là, et par rapport à la difficulté que nous avons, puisque les compétences et tout ça nous échappent complètement, il y a une chose qu'il faut faire. Aucune langue, aucune culture ne peut, dans le monde moderne, vivre sans des politiques publiques. Certes. Et ça commence par un soutien pour l'occitan résolgut, déterminat,
à l'initiative populaire. Calandrette, ce n'est pas des écoles privées, c'est de l'initiative populaire pour la Languedoc. Et à Colucal Soustene, il faut que déjà il y ait un soutien résolu dans toutes les collectivités à l'initiative populaire et aquelle qui fera cambiar pau a chapau le contexte et qui montrera la demande. Parce qu'on a une énorme demande sociale. Pour peu qu'il y ait une offre de qualité, il y a une énorme demande sociale. Nous sommes devant un succès horrible, car nous avons une demande terrible et on ne peut pas y faire face. Donc, premier point, soutien résolu des élégites qui sont acquis déjà dans le Poudecan et à la région Cauran, avec les compétences qu'on voudra bien vous laisser, soutien résolu aux initiatives. Et ça, vous pouvez le faire. Et enfin, une suggestion. La langue et la culture occitane sont patrimoine bio. Le patrimoine vivant, il y en a de deux sortes. Il y a le patrimoine naturel et le patrimoine culturel occitan. Pour le patrimoine naturel, on a des politiques qui sont cohérentes, qui sont pensées et financées. Il faut la même chose pour le patrimoine culturel occitan, qui est le patrimoine vivant de notre pays. Et puisqu'il s'agit d'agir pour du patrimoine, déjà dans vos marges de budget, il faut considérer que puisque c'est pour du patrimoine, les grosses actions, les CIRDOC et compagnie, ne sont pas des dépenses de fonctionnement, mais sont de l'investissement. Quand on répare la cathédrale d'Albi, c'est pour la collectivité une dépense d'investissement. Hier, je discutais avec un adjoint des finances d'une grande ville, au Montpellier. Il me disait, oui, mais l'investissement, ça s'amortit. Ah oui, mais je lui ai dit, personne ne pense qu'en réparant la cathédrale d'Albi, ça sera pour toute éternité. Ils savent très bien que dans 10 ans, il faudra y retourner. Donc, parier. Donc déjà, ça donnerait une marge dans vos budgets, dans vos manières de faire, de considérer que les dépenses importantes pour l'Occitan et les équipements importants dont nous avons besoin sont de l'investissement et pas uniquement du fonctionnement. Et déjà, en l'état actuel des budgets, ça nous permettrait d'avancer et d'avancer largement. Voici une préposition qui ne demande pas l'autorisation des dégâts, mais qui demande que dans le règlement de la collectivité, le monde où décidissent et disent anant dans quel sens, à quoi est d'investissement. Merci. Il y a donc dans l'ensemble français en Corse une émission, enfin c'est plus que l'émission, c'est même une chaîne, un début de chaîne autonome qui est au sein de France 3, ça s'appelle Via Stella. On peut aller la voir aussi sur Internet, qui émet 3 heures par jour, avec des rediffusions de magazines ou de documentaires. Alors ça peut porter sur la cuisine corse, sur la gastronomie, sur les paysages, Dieu sait si l'île est très belle, sur l'histoire. Et on pourrait faire pareil, Macarel dédié, ou sur la gastronomie, l'histoire, les paysages du Languedoc, Grand Languedoc ou Occitanie. Il y a les équipes à France 3, il y a des techniciens. Il y a même des pigistes qui ne travaillent plus maintenant que 2 à 3 jours par mois, alors qu'avant ils travaillaient à 20 jours. Ils ne demanderont pas mieux que travailler. Or ça n'est pas, et je le dis ouvertement, et c'était dans Le Monde et Le Figaro, donc bonne source, il y a 15 jours, la feuille de route qui a été donnée par plusieurs ministres, je crois le ministre de la Culture et Bercy, enfin, donc Sapin et M. Macron, je crois. Pour le futur PDG qui va être élu, le CSA va les lire d'ici 1 mois ou 2 mois. Cette feuille de route, vous pouvez la lire en tous les sens. Il apparaît sur las regius. Il apparaît sur las langues. Donc vraiment, là, il y a quand même un petit problème avec les messieurs et dames du gouvernement. Oui, quelques mots avant de passer le micro à notre ami catalan. Tout ce qui s'est dit est très intéressant, mais ma grand-mère me disait, avant de courir, il faut apprendre à marcher. C'est bien beau les émissions, bien sûr. Et d'abord, il faut les comprendre. Pas faire bilingue. Ce qui est important, c'est, à mon sens, de former surtout, comme l'a dit tout à l'heure M. Bénet,
de former les jeunes, les enfants, et de développer l'enseignement. C'est comme ça qu'on avancera. Nous, nous sommes tous des adultes ici. On est tous convaincus. On est tous informés. Mais il faut développer l'enseignement. On parlait des calendrettes. Bien sûr qu'il faut les développer. Bien sûr qu'il faut adosser ce développement à une véritable politique régionale sur la langue, sur son enseignement. Moi, je suis le maire d'une ville qui a une calendrette et il y a 154 enfants. Et j'ai souhaité qu'après le CM2, on aille au collège, puis du collège que l'on aille au lycée. Et je nous ai mis à la disposition une classe, et après une école. Ça, c'est la politique publique. Il y a ensuite, tout à l'heure, on parlait de la culture. Il ne nous est pas interdit à nous, élus, d'introduire dans nos programmes culturels, dans nos lignes budgétaires, une culture occitane. Je parle d'un exemple que je vais vous donner. Dans le cadre de notre festival de la Cité, que vous devez connaître, j'ai créé un spectacle dit HOC, qui, sur 10 jours, tous les mois d'août, reçoit entre 20 et 25 000 spectateurs. Alors c'est de la culture occitane. Et il y a ensuite une multitraduction pour tous nos touristes. Ça, on peut le faire. Ça, tous les élus de toutes les villes peuvent le faire. C'est du concret, c'est du pragmatique. Et c'est comme cela que l'on diffuse. Les gens qui passent chez nous à la Cité, qui arrivent de l'Est, de Bretagne, etc., qui vont avec leur famille voir ce spectacle pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, sont bluffés par tout ce que l'on peut dire. C'est l'histoire, c'est notre culture. Mais ça, c'est un aspect pragmatique. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si l'on veut développer, si l'on veut avoir une vraie politique, il faut prendre à la base, il faut prendre les enfants, il faut développer la culture et l'enseignement. Il a raison, Béné, c'est public. C'est public. C'est l'enseignement public. À nous de discuter avec les recteurs, avec les inspecteurs d'académie, ce que l'on veut faire. Je pense que, je parle de mon exemple, après je ne sais pas ce que font les collègues, moi je parle de mon exemple, nous allons développer la calendrette. Nous allons faire en sorte que de 154, on passe à 200. 200 sur 4000 élèves de primaire, c'est déjà beaucoup. Mais c'est comme ça qu'on va développer. Si on se dit, ah oui, la télé, etc., bien sûr qu'il le faut. C'est pas moi qui vais dire, il ne faut pas des émissions de télé, monsieur Laval. Si les journaux, bien sûr qu'il en faut. Mais si on ne prend pas le problème à la base, si l'on veut que une véritable politique, une vraie politique de devenir et une vraie politique d'avenir, il faut que nous ayons la volonté de négocier au niveau de l'enseignement de nos enfants et de nos petits-enfants, qui, eux, seront intégrés dans une véritable langue, qui est d'ailleurs magnifique, et qui ensuite la transmettront. Qui, en dehors de nous, qui pouvons parler occitan, qui parle occitan dans les familles? Moi, j'ai appris l'occitan avec le forgeron du village. Mais qui, c'est fini. La civilisation a non seulement émoussé, mais détruit une partie de la langue. Donc reprenons à la base, mais soyons volontaristes. C'est une reprise à la base, c'est avec les enfants, c'est comme à tous les niveaux. Si on ne prend pas à la base, on ne réussit pas. Et je pense effectivement que nous devons, nous, à chacun, nous les maires, discuter le développement de l'enseignement de l'occitan dans nos calendrettes. Et vous verrez, enfin nous verrons, si Dieu nous prête vie, que dans quelques années, si nous sommes capables de monter un véritable programme, et la région devra s'investir là-dessus, ben, si nous devons monter un véritable programme, nous verrons effectivement qu'il y aura nécessairement une progression. Mais ça, c'est une question de volonté politique, au sens noble du terme. Ou on le fait, ou on ne le fait pas. Alors ma grand-mère me disait, elle avait raison, avant de courir, il faut apprendre à marcher. Juste un mot supplémentaire. C'est vrai que les jeunes, c'est notre avenir et c'est vers eux qu'il faut qu'on tourne tout notre effort, le plus grand du moins.
C'est vrai que les calandrettes et les bressols existent, il faut les soutenir. Et la région les soutient. Mais au-delà, je pense qu'il y a un autre point à mettre en avant. Et je l'ai dit, il y a l'enseignement public. Et si on veut que la majorité des jeunes apprennent notre langue, nos deux langues, puisque dans notre grande région, on en a deux, et comme je l'ai dit, c'est une grande richesse, eh bien, il faut que le public puisse offrir l'enseignement de l'occitan et du catalan à tous les enfants. Et je vais prendre un exemple. Et c'est sur ça qu'il faut se battre. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, dans le département des Pyrénées-Orientales, donc Catalogne Nord, eh bien, l'enseignement du catalan ne se faisait qu'à travers les bressols. Il y a une volonté politique forte de faire en sorte que l'on donne des cours d'initiation à tous les enfants des écoles publiques. C'est le département qui a financé, avec la Généralitat de Catalogne, bien sûr. C'est la région qui est venue derrière après. Et ça a permis d'amorcer une pompe, comme je dirais. Les enfants ont découvert une langue. Et ensuite, bien sûr, maintenant, au bout de 10 ans, je dirais, parce que ça a été un long, eh bien, il y a des cursus bilingues qui sont mis en place. Et un enfant qui va apprendre la langue, eh bien, depuis le primaire, dans l'enseignement public, il va au secondaire et il continue jusqu'à l'université. Mais c'est très long. Il faut se battre en permanence avec le rectorat pour avoir des professeurs, pour qu'on ouvre des postes, pour qu'on ouvre des filières. Et donc il faut continuer, il faut amplifier encore plus. Et je veux dire que pour les jeunes, actuellement il y a le temps périscolaire. Eh bien dans la région Languedoc-Roussillon, il y a eu un appel à projet. Et tous les appels à projets qui ont été présentés dans le cadre périscolaire pour l'enseignement de l'occitan sont financés par la région Languedoc-Roussillon. C'est une autre manière de faire découvrir notre langue. Et ça, ce sont des choses que l'on peut faire. Et puis, un autre point, je vais parler d'une fête. Monsieur le maire, vous avez évoqué, et c'est très bien, HOC, Festival HOC. Je vais parler de Total Festum, qui se déroule dans la région Languedoc-Roussillon. Il y a plus de 80, il y a des appels à projets, bien sûr. Ça se déroule sur un mois. Dans l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon, il y a 80 communes qui participent. Ces projets sont financés par la région Languedoc-Roussillon. 70 000 spectateurs l'année dernière. Cette année, on en espère encore plus. Dire que ça permet, ça se déroule durant le mois de juin, il commence à y avoir des touristes. Ça permet à l'ensemble des habitants de découvrir cette culture. Ça permet aux artistes occitans de se produire. Ça permet à tout un tas de monde qui veut montrer notre culture et notre langue d'être présent. Et surtout, ça permet à tout ce public qui ne connaît pas de découvrir, de savoir ce que c'est notre culture, ce que c'est le vivre ensemble. Et je crois que c'est comme ça, en donnant des moyens, en agissant sur certaines actions, que l'on pourra développer. Mais il faut encore l'amplifier. Ce ne sont que des points. Et je crois qu'il y a un début. Il faut aller encore plus loin. Et ça permettra à l'occitan et aux catalans de prendre toute leur place dans notre vie de tous les jours. Merci. Et je crois que Jocelyne, tu voulais poser une question qui s'adresse aux élus régionaux. Ouais, messieurs les élus, quand la nouvelle région Occitanie sera mise en place, je vous fais la proposition, à ce moment-là, dans vos premières résolutions, ou dans les premières, vous marquez, vous référenciez que l'occitan fera partie désormais de la région dans les écrits que vous pourrez, au regard légal de la loi, exploiter dans toutes les lignes. C'est vous qui allez montrer la ligne que toute la région vous suivra sur les problèmes et sur la problématique de l'occitan. Voilà, la proposition faite. Est-ce que vous mettrez, dès au début, que l'Occitanie sera faite, tout à fait au début, cette proposition d'ouvrir le débat de l'Assemblée en disant, voilà, l'occitan fait partie maintenant de notre patrimoine et on l'utilisera. Je pense qu'il n'y a pas un seul moyen pour développer la langue ou la culture occitane. Il y a tout un ensemble de faits
que ce soit rendre l'école publique avec l'Occitanie, que ce soit la signalétique, que ce soit la radio ou un autre média qui serait le support. C'est cet ensemble d'éléments. Mais surtout, c'est les élus, quel que soit leur grade, quelle que soit leur fonction, c'est les élus qui doivent, sur l'État, mettre tout en œuvre, être un levier pour que l'ensemble de ces moyens soient effectivement mis en œuvre. Une signalétique occitane dans une ville, quelle qu'elle soit, si elle n'est pas relayée par le département ou par la région sur les autres routes, elle aura un cachet d'événements, mais sans plus. Donc c'est l'ensemble des élus qui, sur les différents moyens de perpétrer notre patrimoine, qui doivent être des leviers, et c'est l'État qui doit donner les possibilités de le faire. Que ce soit par l'argent, comme disait M. Onesta, il manque l'argent, que ce soit par les idées ou que ce soit par les moyens. Bon, il se trouve que je suis responsable d'une radio associative catalane à Perpignan et je peux témoigner qu'il y a effectivement dans la région Languedoc-Roussillon un programme de soutien aux radios locales associatives. Alors, la suggestion que je voudrais faire, c'est dans ce domaine comme dans d'autres, puisque mariage il va y avoir entre les deux régions, c'est qu'en matière d'accompagnement au niveau du catalan et de l'occitan, que la nouvelle région s'aligne systématiquement sur le mieux-disant des deux régions antérieures. Deuxième chose, c'est au sujet de la transversalité. Je souscris également à cette idée. Il n'y aura de véritable schéma de développement des langues et des cultures que s'il y a une véritable transversalité dans tous les domaines et ne pas s'enfermer dans une rubrique culture catalane, culture occitane et ensuite on fait le reste. Non, il faut qu'il y ait de la transversalité. Et ensuite, au niveau des domaines régaliens, et Dieu sait si l'enseignement en est un, la région a du mal à intervenir parce que ce n'est pas de sa compétence, hormis les lycées, mais c'est surtout de l'infrastructure et pas de la matière grise et de l'immatériel, c'est-à-dire de la culture régionale. Je souhaiterais que la nouvelle région fasse ce qui a été fait ailleurs, en Aquitaine et en Bretagne, un contrat de plan État-région pour le développement des cultures catalanes et occitanes. Juste, pardon, je voulais juste répondre à une intervention qu'il y avait au tout début sur une charte éventuelle, une charte régionale pour le développement de la langue occitane et catalane. Il se trouve que nous, à Perpignan, on l'a voté, alors je dis on, mais je n'étais pas élu, parce que ça fait déjà quelques années, et le département des Pyrénées-Orientales, puisque nous avons aussi le malheur de nous appeler Pyrénées-Orientales, le département, peu de temps après, a également voté cette charte, enfin pas exactement la même, mais globalement co-officialisant le catalan et donnant vraiment des axes, on peut dire forts, il me semble. Monsieur Matteo était élu au département à ce moment-là. Je pense que c'est vous qui avez porté cette charte. Et donc il y avait des axes forts, évidemment, pour le catalan. Malheureusement, et en tant qu'élu de Perpignan, je pense que je suis le mieux placé pour m'en plaindre. Malheureusement, il s'agit après de mettre en place les choses. Donc il ne suffit pas de déclarer, alors certes ça vous fera plaisir, comme ça nous a fait particulièrement plaisir que la ville principale et le département s'engagent pour le catalan, déclarent co-officiel une langue, notre langue. Malheureusement, ça ne va pas assez loin. Il faut des axes forts. N'hésitez pas à demander précisément ce que vous voulez. Vous voulez la co-officialité, c'est bien, mais comment? Est-ce que vous voulez que tous les panneaux soient bilingues, la signalétique, les plaques de rue, etc. Est-ce que vous voulez que l'enseignement soit systématiquement bilingue ou du moins qu'on y tende? C'est ça ce qu'il faut demander et c'est vers là qu'il faut aller pour vraiment avoir du succès et ne pas s'arrêter simplement à de grandes intentions qui sont sympas, ça nous fait plaisir, mais qui n'aboutissent pas toujours. C'est bien la première fois ou une des rares fois que je vois des élus s'engager pour venir écouter une après-midi entière, quand on sait combien leur temps est compté, parler de langue. Il y a 50 ans, quand j'allais voir mes grands-parents maternels en Lombardie, il y avait une télévision, il y avait des traits régionaux, la santé était gérée par la Lombardie, l'éducation était gérée par la Lombardie. Juste à côté, à 20 km de là, mes grands-parents sont sur langue majeure, il y a le Tessin. 100 000 habitants, on regardait la télévision du Tessin parce qu'elle était en dialecto. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler au Brésil, pays. Tous les États du Brésil ont des télévisions, des banques locales. Et je peux vous dire qu'il y a des États du Brésil qui sont bien plus à plaindre que nous sommes en Midi-Pyrénées. Et pourtant, il y a des télévisions partout. Le dernier, pas État, mais la dernière région
espagnol qui a fait une télévision régionale, c'est l'Aragon. C'est la région la plus pauvre. Ils ont investi, je crois, 200 à 300 millions, je crois que c'était des francs à l'époque, et un fonctionnement qui est un peu lourd, mais ils le font. Comment imaginer des élus qui n'ont pas d'une télévision? Où sont nos débats où on a la droite, le centre, le milieu, le bas et le haut qui débattent sur des politiques? Sérieusement, nous sommes tous au courant de ce qui se passe à Paris, des grands débats qui opposent la maire et son opposante. Alors, d'où ça vient ça? D'où ça vient? Mais on se le cache là, on se le cache. C'est la peur de la France. La France a peur de quoi? Elle a peur de ses langues. Elle a peur de l'occitan, elle a peur du breton, elle a peur de l'alsacien. Eh bien, comment faire pour que la France n'ait plus peur? Il faut faire de l'occitan. L'occitan, c'est plus la chose à côté, mais c'est au contraire au cœur de ce qui va permettre de décentraliser. Vous l'avez tous compris, la France ne décentralisera pas tant que nous, ici, on ne fera pas de l'occitan pour leur montrer, oui, on est en France, mais on veut de l'occitan. C'est vrai que le transversal, c'est quelque chose d'important. Et je dois dire qu'on le pratique. Et on le pratique. Peut-être pas assez, mais on le pratique. Je vais prendre quelques exemples simples. Au niveau du CIRDOC, c'est vrai qu'il y a une somme importante qui est allouée pour le fonctionnement, parce que comment payer du personnel si ce n'est pas avec du fonctionnement? D'autres points, mais bien sûr, sont traités lorsqu'on fait de la numérisation d'ouvrages au niveau du CIRDOC. Eh bien, ça part sur des crédits de numérisation. Lorsqu'on fait des travaux, lorsqu'on fait certains achats, eh bien, on le prend aussi dans d'autres domaines. C'est pour ça que lorsqu'on inscrit et qu'on dit, ben voilà, l'occitan et le catalan et la langue régionale, il y a telle somme d'argent, on n'y ajoute pas tout ce qu'il y a dans les autres points. Et c'est comme ça, et je crois que c'est, comme vous l'avez dit, les élus qui peuvent intervenir et faire en sorte que les moyens s'amplifient. Et je crois qu'on doit être conscient et le faire. Après, sur la charte du catalan, moi, je suis heureux et ravi de l'avoir faite, de l'avoir mise en place. C'est vrai qu'elle n'est pas complète, qu'il y a des choses qui se sont réalisées. Tout ne s'est peut-être pas réalisé, mais on a avancé. Il reste d'autres choses à faire. On a passé des conventions également avec la Généralité de Catalogne sur des projets transfrontaliers, chacun mettant 200 000 € chaque année. Après, bon, avec les problèmes financiers, ça a baissé un peu. Mais on travaille toujours sur des projets transfrontaliers avec la Généralitat. Ça fait partie de la charte, ça fait partie de tout un tas de choses. Et là, la chance d'être là, il faut s'y appuyer encore dessus. Et je dois dire que lorsqu'on demande à ce que les langues occitanes et catalanes soient les langues officielles dans un hémicycle, bon, moi quand je peux, je le fais. Moi, ma carte de visite, elle est trilingue. Elle est en français, en catalan, en occitan. Et chaque fois que je vais à une manifestation ou autre, quan puc parlar amb la meva llengua, sempre ho faig. I això penso que tothom ho té de fer. Gràcies, tinc de marxar i fins un altre. I sempre endavant. Fins aviat, M. Mateu.